On les comprend, les parents d'Eléa ne rêvent que d'une chose, déménager. Mais dans le bassin lémanique, ce n'est pas précisément la période idéale pour trouver un autre appartement. En attendant, la famille continue à payer le loyer d'un 4 pièces cuisine alors qu'elle n'occupe plus 2 des chambres. Mais surtout, les parents aimeraient bien savoir si le temps passé dans le champ électromagnétique a pu avoir des conséquences sur la santé de la petite fille et lesquelles. Nous avons aussi cherché une réponse à cette question. Tout ce qui utilise ou transporte de l'énergie électrique génère un champ électromagnétique. Cela signifie que plus la technologie électrique progresse, plus nous sommes exposés à ces rayonnements. En 2 générations, notre environnement est devenu un ensemble complexe de champs électromagnétiques, à tel point que l'on se préoccupe de plus en plus des éventuels dangers de cette pollution invisible. Conseiller national et ancien professeur d'électricité à l'EPFL, Jacques Nérinck suit de près ces inquiétudes. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, les électriciens dont je suis estimaient que les champs magnétiques ne produisaient aucun danger, ne produisaient aucun effet sur le corps humain. Et puis petit à petit, depuis une quinzaine d'années, on a commencé d'abord par avoir des soupçons, et puis maintenant ces soupçons sont tout à fait renforcés par des mesures objectives. Cela peut perturber la production de mélatonine, c'est-à-dire ce qui nous permet de dormir la nuit, d'où les insomnies. Ça peut s'en prendre au système immunitaire, et donc on peut avoir des tas de maladies opportunistes. Cela peut être le métabolisme du calcium. Il y a donc une foule de malaises, ces malaises généraux que ressentent les gens, et en particulier des insomnies, qui sont maintenant établies de façon certaine. Malheureusement, les craintes des scientifiques vont encore plus loin. À Lyon, le Centre international de recherche sur le cancer vient de publier un rapport sur les risques de leucémie liés aux champs magnétiques générés par le réseau électrique. On dispose actuellement d'un certain nombre d'études épidémiologiques, des études menées dans différents pays, qui semblent tout indiquer une augmentation de 1,5 à 2, selon les études et selon les pays, du risque de leucémie chez l'enfant. Chacune de ces études, si on la prend séparément, a un certain nombre de défauts. Et donc, on ne peut pas conclure de manière définitive à partir d'aucune de ces études. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, comme ces études ont été menées dans différents pays, les défauts sont différents d'une étude à l'autre, d'un pays à l'autre. Donc, quand on met toutes ces informations ensemble, on se dit, bon, visiblement, malgré les défauts, on a des résultats qui sont relativement cohérents. Et donc, il y a peut-être quelque chose. Et ce risque, on le voit à partir de quelle intensité du champ? La plupart des études où on a mis en évidence une augmentation ne montrent une augmentation significative qu'à partir d'à peu près 0,4 microtesla. Dans la chambre d'Eléa, la valeur était 40 fois plus élevée. D'après les données récoltées à Lyon, moins de 5% des foyers européens seraient soumis à un champ moyen supérieur à 0,4 microtesla. À l'heure actuelle, on n'explique pas pourquoi le risque de leucémie chez l'enfant augmente quand le champ dépasse 0,4 microtesla. Cela ne se vérifie pas chez les adultes ni dans les expériences de laboratoire effectuées sur des animaux. Bref, rien ne permet d'affirmer qu'Eléa en souffrira, mais elle a été exposée à un risque incompatible avec le principe de précaution. Si vous aviez un enfant qui dormait dans une chambre où on mesure un champ de l'ordre de 15-16 microtesla, qu'est-ce que vous feriez? C'est une très bonne question, puisque, comme je vous dis, on n'est pas sûr qu'il y ait un risque, mais peut-être un risque. Je pense que par principe de précaution, moi, je déménagerai mon enfant. Il faut tout de même préciser que lors de la construction des immeubles qui abritent ces transformateurs, on ignorait tous des risques. Mais ça, c'était dans les années 60. Depuis, on a appris à se méfier et en février 2000, la Suisse s'est dotée d'une nouvelle norme, l'ORNI, pour ordonnance sur le rayonnement non ionisant. Pour faire simple, la norme précise qu'il ne faut pas dépasser 1 microtesla dans les lieux sensibles comme les chambres à coucher, les écoles ou les crèches. Cette valeur s'applique pour toutes les nouvelles installations. En revanche, le délai de mise en conformité des anciens transformateurs est vraiment large puisqu'il court jusqu'en 2007. Mais rien n'interdit les exploitants des réseaux électriques, en particulier les services industriels, de se montrer plus soucieux de la santé du public et d'accélérer les travaux. À la direction des services industriels de Genève, Philippe Forbourg est responsable du réseau électrique. Il occupe ce poste depuis 2 ans. C'est lui qui a ordonné que l'on effectue des mesures dans l'appartement où vit Eléa. Nous sommes dans un appartement où il y a entre 12 et 17 microtesla, ce qui est, à notre avis, trop élevé. Raison pour laquelle nous avons été les mesurer. Et nous avons été les mesurer parce que justement, nous allons transformer la cabine et nous devons faire des calculs pour savoir que faut-il faire sur cette cabine pour amener de 12 à 17 microtesla à quelque chose qui est inférieur à 1 microtesla.
Donc mon appréciation, c'est qu'effectivement, cette cabine doit être assainie. Le problème pour les services industriels genevois, c'est que le transformateur de Versoix n'est de loin pas le seul à présenter un danger. On pense qu'il pourrait y avoir environ 10% de nos cabines qui posent ce type de problème. Actuellement, elles sont à peu près toutes identifiées et on va les assainir progressivement au cours du temps, en commençant par celles qui sont, selon notre avis, les plus critiques, c'est-à-dire celles qui sont dans des endroits où vivent des enfants. Ensuite par des endroits, les cabines qui sont près des endroits où vivent, je dirais, près des habitations, les gens, là où vivent les gens, et en dernier lieu, là où travaillent les gens. Je pense que d'ici 3-4 ans, on aura tout rénové. On a environ une centaine de cabines à faire. Je pense que c'est un programme de travail qui nous paraît jouable.